Bonjour, je suis Claire Duclos-Prévé, architecte, maîtresse de conférences associée à l'école d'architecture de Paris-La Villette. Je suis chercheuse au laboratoire MapMac et au laboratoire AS Explore de l'agence parisienne Architecture Studio. Aujourd'hui, je suis venue présenter mes recherches, les résultats de mes travaux de thèse notamment, qui portent sur le design génératif appliqué à l'architecture. Et donc je viens présenter plusieurs façons d'utiliser les IA pour la pratique architecturale, des plus connus à des moins connus, comme l'utilisation d'outils comme Stable Diffusion pour créer des rendus en phase d'idéation, ou la génération de texte, le fait de spécialiser des IA génératives de texte sur des programmes complexes comme les programmes hospitaliers à partir des bases de données des agences, mais aussi l'utilisation d'algorithmes moins à la mode, mais qui permettent de concevoir, de prendre en compte les questions de confort, la question de la fonctionnalité. Donc notamment, j'utilise du machine learning, des algorithmes d'optimisation génétique pour concevoir des enveloppes performantes, intégrer des notions de confort, de lumière, et aussi tester les derniers résultats de recherche sur les réseaux de neurones, notamment ceux qui utilisent des graphes pour la génération de plans et voir si on peut utiliser ce type d'algorithme pour l'optimisation de programmes très complexes, notamment les hôpitaux chez Architecture Studio. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis Claire Duclos-Prévé, je suis architecte et enseignant-chercheuse. J'enseigne dans le champ des outils mathématiques et informatiques pour l'architecture, et je fais mes recherches depuis maintenant bien 5 ou 6 ans sur le design génératif appliqué à l'architecture et notamment à cette phase très spécifique de la phase amont, la phase esquisse. Et voilà, j'ai exploré pas mal de cas différents d'application de l'IA, notamment grâce à l'agence pour laquelle je travaille, Architecture Studio, qui a financé ma thèse et pour qui je travaille encore aujourd'hui. Et je vais vous présenter ces 5 cas d'application qui sont à l'état encore de recherche pour la plupart d'entre eux. Je vais commencer par celle qui est la plus évidente, qui est les IA pour la génération de rendus, celle la plus populaire, ou disons l'application qui fait beaucoup parler dans le milieu. Et puis après, on verra l'IA pour la performance des enveloppes, qui constitue vraiment mon sujet de thèse, et l'IA pour l'organisation de l'espace et la génération de plans, c'est la recherche que je mène actuellement en ce moment. Et aussi, on va reparler un peu revenir sur quelque chose de bien connu, la génération de texte, parce que le métier d'architecte, c'est voilà, on produit beaucoup de choses, on produit des images, mais on produit des plans, et on produit aussi beaucoup de textes en phase concours. Donc la génération d'images de rendu. Alors, je m'y suis intéressée notamment via l'outil Stable Diffusion. Voilà, à l'origine, on n'avait pas envie à l'agence d'utiliser ces outils-là, mais on avait envie de comprendre et savoir à quoi ils servent et aller au bout des choses, c'est-à-dire être capable de pimper ses modèles et donc de fabriquer ses propres LoRa et de voir un peu la puissance de tout ça. Donc, j'ai pris des projets de l'agence, des bâtiments, et j'ai créé un petit LoRa avec ça, et j'ai pu tester sur différents prompts, voilà, ce que je pouvais générer avec le modèle standard de Stable Diffusion pour générer de l'architecture, et ce qui se passait quand j'ajoutais à ça le LoRa que j'avais fabriqué avec le LoRa de l'agence. Et j'ai fait ça aussi en allant chercher sur Internet des modèles spécialisés pour l'architecture, voir la différence sur le modèle de base, les modèles spécialisés pour l'architecture, et quand on ajoute les modèles de l'agence, que ça pouvait donner. Donc on a
bon, déjà, on a appris techniquement à le faire, on est content, on sait le faire. On a vu la puissance de ces outils-là et ça nous a permis de prendre la décision que finalement, nous, on n'en voyait pas forcément l'utilité tout de suite. On sait que potentiellement, en phase d'idéation, ça peut être intéressant. Notamment quand on fait du pix to pix, image to image, et par exemple on part d'une esquisse ou d'une maquette blanche, et puis on vient interroger la matérialité et générer comme ça des rendus. On sait que ça peut potentiellement être intéressant. C'est des choses que j'essaie de questionner aussi avec les étudiants. Déjà, leur transmettre cette compétence technique d'aller jusqu'à créer leur propre modèle et de voir ce qu'ils peuvent en faire. Après, dans la pratique, en agence, la décision, ça a été de dire que finalement, on ne voulait pas prendre cette orientation-là, que les questions esthétiques et de rendu, on voulait vraiment conserver la main dessus en tant qu'architecte, mais que si l'IA, elle pouvait nous servir pour des questions de fonctionnalité, de performance environnementale, de sujets sur lesquels nous, architectes, on a un métier qui contient beaucoup de contraintes, et si ça peut nous aider à être plus performants dans ces domaines-là, on voulait creuser ces questions-là. Et on a commencé par le faire pour la performance des enveloppes. On a commencé par l'enveloppe parce que déjà dans l'agence, il y a une culture de production d'enveloppes avec Grasshopper, l'outil de programmation visuelle sur Rhino. Donc c'était déjà, un élément pour lequel on utilisait du numérique et du code quelque part pour produire ce design. Et on a cherché à aller plus loin et voir si on pouvait faire du design génératif pour les enveloppes. Alors donc les algorithmes utilisés pour le design génératif en architecture, il y en a de pas mal de sortes différentes. Les grammaires de forme, les L-systèmes, les automates cellulaires, ce sont des outils historiquement un peu connus du design computationnel. Mais le plus utilisé sont les algorithmes d'optimisation mathématique et notamment les algorithmes génétiques, avec des outils qui sont déjà intégrés dans Grasshopper en fait pour faire ce type d'exploration numérique. Et la méthode, elle est simple, entre guillemets, en 3 étapes. On définit un ensemble de solutions. Au lieu de définir un projet, on définit un ensemble de solutions avec des paramètres. On fait un modèle paramétrique qu'on connecte avec des outils d'évaluation plutôt d'ingénieurs, des outils pour analyser la lumière, la thermique, le vent. Et quand on a trop de solutions à explorer, on a besoin d'outils mathématiques pour pouvoir trouver la solution la plus optimale par rapport à ces critères. Donc voilà, ce sont des outils qui datent pas d'hier, mais qui sont très peu utilisés dans la pratique. Et tout le sujet de ma thèse, c'était de voir pourquoi ces méthodes-là, qui sont surreprésentées dans la littérature scientifique, notamment depuis l'arrivée de, je crois que Grasshopper, c'est 2007 ou 2008, pourquoi est-ce que les architectes ne s'étaient pas emparés de ça en agence? Parce qu'on a identifié qu'il y avait déjà plein d'outils open source complètement gratuits, que ce soit les outils qui font la passerelle avec les outils d'ingénieurs. Déjà, il y a des outils d'ingénieurs gratuits, Energy+, Radiance pour faire des analyses environnementales. Il y a des chercheurs qui ont développé des plugins pour les connecter à Grasshopper. Tout ça est disponible gratuitement. Et puis aussi des gens qui ont développé des plugins pour implémenter des algorithmes d'optimisation et notamment des algorithmes génétiques directement dans ces outils de modélisation. Donc on a identifié tous ces outils-là, on a joué avec, on les a testés. Et on a été aussi un petit peu plus loin parce que en fait, une des limites à ces méthodes-là, c'est les temps de calcul, parce que une simulation thermique dynamique pour mesurer les consommations énergétiques dans un bâtiment, c'est des choses qui peuvent prendre plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Mais quand on fait du design génératif, parler en minutes, déjà, ça n'a pas de sens, parce qu'on veut pouvoir traiter des milliers de solutions, et donc c'est des temps de calcul trop longs. Et c'est là qu'interviennent des outils d'intelligence artificielle beaucoup plus récents, de deep learning, où on peut faire apprendre à des IA à mimer les logiciels de simulation physique. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est comment est-ce qu'on évalue la lumière. On simule réellement le rayonnement les rayons du soleil qui se projettent sur des surfaces en fonction des paramètres des matériaux. Là, on peut lui donner, par exemple, là, j'ai fait ça avec Pix2Pix, donc un GAN, c'est 2 réseaux de neurones qui collaborent entre eux pour générer des images à partir d'images. Donc on leur donne en entrée le plan, on leur donne l'élévation, et on lui donne en même temps, pour la phase d'entrée,
traitement le résultat en lui disant bah voilà la qualité de lumière dans cette pièce avec cette fenêtre-là, cette forme, c'est ça. Et on lui donne ça sur plein de données. Donc moi je travaille avec de l'IA, mais je ne travaille que avec de la donnée que je génère moi-même. Donc je génère moi-même avec mes logiciels standards plein de données et après j'entraîne mon IA à être capable de refaire la même chose beaucoup plus rapidement en temps réel. Et comme ça, après, quand je les réutilise sur mes projets, et ben ça va très vite. Et en plus, on peut imaginer des outils où on est directement dans Rhino, on bouge la modélisation et on a l'évaluation de la lumière qui s'actualise directement. Et donc c'est des outils de conception de phase 1 qui peuvent être très intéressants. Donc voilà. Après, une fois qu'on a ça, ces outils pour évaluer, on a besoin d'outils pour faire de l'optimisation. Donc nous on utilise beaucoup de l'optimisation génétique parce que c'est très facile à comprendre pour des gens qui ne sont non experts en mathématiques ou en programmation. Et puis c'est en multicritères, c'est ça, parce qu'on ne veut pas optimiser sur un seul critère, mais sur beaucoup de critères, sont les algorithmes le plus utilisé normalement. Un qui s'appelle NSGA2, qu'on utilise beaucoup, qu'on utilise du coup pour faire nos explorations. Donc on a un bâtiment construit où j'ai utilisé ces méthodes-là pour faire le système de protection solaire. On est sur des laboratoires de recherche pour des stomatos là, qui voulaient... ils ont besoin d'avoir une lumière naturelle, mais pas directe. Donc le plus de lumière possible sans avoir d'ensoleillement direct. Et on voulait une belle façade en aluminium qui vienne refléter la lumière et un jeu avec une vague, avec un dessin. Donc on a ce truc un peu qui peut étonner un peu les ingénieurs, mais on vient faire de l'optimisation, nous, en intégrant nos critères esthétiques comme contraintes dans le système. Et donc on cherche pas forcément l'optimum en tout, en tout cas la plus efficace que sur des paramètres environnementaux, mais on vient contraindre notre espace de solution pour rester quand même dans notre concept architectural. Et donc tout l'enjeu de ces méthodes de travail-là, c'est de définir notre espace de solution en générant que des solutions qui restent fidèles à notre concept architectural. Donc voilà, ça c'était pour les enveloppes. On a travaillé ça, j'ai testé sur 47 projets pour identifier pourquoi on avait du mal à mettre en place ces méthodes. C'est des méthodes qui... La modélisation peut être parfois très compliquée parce qu'on va avoir des contraintes structurelles, des choses comme ça, et on va avoir des modèles paramétriques qui génèrent des objets qui se rendent dedans. Enfin voilà, je passe les détails, mais en fait ça demande un niveau en informatique assez poussé pour pouvoir faire ces modèles d'optimisation, beaucoup plus que par exemple si on faisait juste trouver les propriétés des matériaux optimales, voilà, puisqu'on travaille avec des objets 3D. Depuis la soutenance donc, de cette thèse, on veut appliquer ça à un problème plus compliqué, et notamment à l'agence, on travaille sur la conception de grands programmes comme des hôpitaux, des prisons. On a commencé par la question des hôpitaux. Et les hôpitaux, c'est vraiment quelque chose de particulier. Là, je vous montre le schéma qu'on a là. C'est une maternité, juste un concours pour l'hôpital le CHU de Nancy. Juste sur le bâtiment de la maternité, là, c'est l'ensemble des services et les connexions, c'est toutes les contraintes qui existent entre elles. C'est toutes les contraintes de proximité, d'éloignement, de superposition des verticales de certains services. Donc on est, je ne sais pas si ça équivaut à un jeu de Go, mais on est sur un puzzle assez compliqué à résoudre. Et souvent, on a des schémas qui nous arrivent dans les programmes déjà sur ce que voudrait le client ou ce que le programmiste nous a demandé de faire, mais ils sont pas réalisables toujours ces programmes parce qu'il y a plein de contraintes qui sont contradictoires. On va nous dire qu'il faut que le service A soit à côté du service B et que le B soit à côté du C, mais que le C soit en dessous du A. Vous voyez, on a ce genre de choses dans les programmes. Donc c'est vraiment un enjeu parce que cette façon d'interpréter le programme, elle a un impact très fort. Enfin, elle peut avoir un impact sur le fait de gagner ou pas le concours, sachant qu'un hôpital, ça fait manger une agence. Donc c'est un vrai enjeu, ce genre de projet. Donc on essaie de voir si les compétences qu'on a pu acquérir en optimisation nous permettent de résoudre ce genre de problème, de travailler en 3D sur la disposition de nos services hospitaliers. Donc on a
mis en place une méthode, je vais vous la détailler après, mais là, je vous fais la présentation générale. On travaille avec une matrice d'adjacence, on fait une colonne avec tous les services d'un côté et d'un autre, et puis on vient noter et hiérarchiser lesquels doivent être vraiment proches sur la même ligne verticale, la même ligne d'ascenseur, sur le même plan à côté, soit est-ce qu'ils sont au même étage ou au même étage, mais vraiment proches les uns des autres. On a développé un petit outil qui vient identifier les incohérences. Une fois les incohérences soulevées, on prend des décisions, on adapte la matrice et on commence par optimiser la répartition par étage de chaque service. Une fois qu'on a des listes de services par étage, on vient commencer à générer des plans, des bases de données de plans potentiels pour chaque niveau. On nettoie un peu notre base de données, il y a des plans générés pas très propres. On augmente notre base de données, on fait des miroirs, des rotations. Et après, une fois qu'on a à peu près plus de 1000 plans par niveau, on fait la combinatoire de quel est le bon sandwich, quelle est la bonne tranche à mettre auquel endroit. On prend le résultat et on repasse dans la moulinette de notre matrice pour voir quelles sont les contraintes qui ont pu être respectées ou pas. Parce qu'il n'y a pas de solution qui les respecte toutes jamais. Là, pour cet exercice de Nancy, je crois qu'il y en avait 180 des règles à essayer de prendre en compte. Et donc voilà, en vert, c'est celles qui sont respectées. En orange, c'est celles qui pourraient être problématiques, mais qui pourraient être respectées. Ça dépend de comment on arrive à placer les ascenseurs. Voilà. Et en rouge, c'est celles qui seraient impossibles à gérer. Donc voilà, on a mis en place des outils pour implémenter ces matrices de façon plus rapide, parce que c'est pas toujours drôle pour les archis de faire ça. Déjà, on a l'espoir qu'un jour, on puisse vraiment utiliser la génération de texte pour nous aider à lire et à synthétiser les programmes, qui sont souvent des pavés énormes. Il faut savoir qu'on a 2 mois pour sortir une esquisse d'hôpitaux quand on reçoit les programmes. C'est énorme, en fait. Voilà, on est obligé presque d'embaucher juste pour ces concours-là, sachant que voilà, on ne sait pas s'il y aura une suite au projet. Donc voilà, des outils pour nous aider à saisir ces grands tableaux Excel dans lesquels il est assez facile de faire des erreurs. Pareil, notre outil qui vient détecter, qui régénère notre Excel en associant avec des couleurs quelles sont les règles qui ne seraient pas forcément compatibles entre elles. Une répartition par étage. On a des contraintes là aussi parce que dans les surfaces sur les hôpitaux, on ne peut pas faire une pyramide à l'envers au niveau constructif. Un hôpital, voilà, il y a un enjeu économique fort. Il faut essayer de rester dans les prix et on ne peut pas faire des porte-à-faux pas possible. Donc on doit avoir une répartition de surface, respecter la pyramide. On a énormément de logistique avec du coup certains services qui vont avoir besoin de 4 mètres de hauteur sous plafond, d'autres 3. Donc effectivement, si on peut mettre les 4 mètres les services de 4 mètres de hauteur sous plafond ensemble, ça permet de réduire la hauteur générale du bâtiment. Et donc réduire la matérialité, et donc le coût et l'impact écologique. Et puis, on est déjà à ce stade où on doit tous les services qui doivent être au même niveau. On a tout un tas de règles d'adjacence horizontale, comme on dit, à respecter. Donc sur Grasshopper, ça donne un truc comme ça, juste une liste de mes services. Une fois qu'on a fait ça, on doit générer notre base de plans. Et pour l'instant, je fais un truc très simple d'un point de vue computationnel. J'utilise un peu de théorie des graphes pour avoir un schéma de départ qui relie mes services entre eux. Et puis ensuite, de la modélisation particulière. Il y a un plugin sur Grasshopper assez connu qui s'appelle Kangaroo, qui permet de faire de la simulation physique. Et donc là, on joue avec des objets qui rentrent en collision, avec des ressorts entre eux, ceux qui doivent s'attirer entre eux. Voilà, donc on utilise un peu ces techniques-là pour, en partant de graphes différents au départ, sortir plein de c'est pas des plans, mais c'est vraiment des schémas. Vous voyez, il y a encore des trous, il n'y a même pas les patios de lumière. Les architectes, ils ont leur méthode pour concevoir ces bâtiments très complexes et ils ont des étapes comme ça. Il ne s'agit pas pour nous de faire un outil où on clique sur le bouton et il y a tout qui sort. Il y a plein d'étapes, il y a des étapes qui sont très compliquées et où le cerveau humain n'arrive pas à prendre en compte ces 180 règles et où on se pose vraiment la question, est-ce que l'IA pourrait nous aider à être meilleur sur ça? Mais voilà, pour l'instant, mes
plans schématiques, mes esquisses fonctionnelles, elles ressemblent à ça. C'est déjà bien pour commencer, mais c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir questionner la lumière naturelle, les patios. On n'est pas aux États-Unis, nous on fait pas des pièces sans lumière dans les hôpitaux. Donc pour l'instant, on travaille comme ça. Dernière étape, vous voyez, je fais varier les plans à chaque niveau. Toujours avec mon algorithme d'optimisation multicritère. J'ai donc un critère de compacité, le respect des adjacences verticales et le respect des adjacences horizontales. Et on essaie de converger vers la forme à la fois la plus compacte et celle qui respecte le plus de règles. On fait les captures d'écran à chaque fois et voilà, et la matrice à la fin qui... Là, c'était celle, notamment pour la maternité de Nancy, qui a cette tête-là. La recherche que je fais actuellement, c'est de me dire, comment je peux améliorer ces espèces d'esquisses, ces esquisses de plans qui, vous voyez, ils me sortent que des rectangles, les services. C'est très limité par rapport à la liberté qu'a un architecte quand il fait du plan. Donc, on sait qu'on pourrait aller plus loin. Et pour ça, il y a la génération de plans. Il y a toute une histoire dans la littérature scientifique sur ça. Ça date pas d'hier, c'est un fantasme depuis longtemps. C'est plutôt les méthodes appliquées pour l'optimisation des circuits imprimés qui a servi un peu d'inspiration à ces méthodes-là. On utilisait ces méthodes-là pour essayer de les appliquer à l'archi. À l'origine, il y a deux courants, enfin deux champs de recherche qui traitent de ces questions-là. Il y a le monde issu du design et de l'architecture, les gens qui font du design computationnel, qui ont développé leur méthode, un peu comme moi, issu du champ où je travaille. Et puis il y a les mathématiciens qui traitent de ça parce que c'est vraiment un problème d'optimisation combinatoire très très compliqué et qui fascine un peu les mathématiciens et qui ont travaillé sur ça. Donc on a vraiment deux mondes en parallèle qui avancent sur ces méthodes. Donc moi forcément... je ne suis pas capable de faire celles qui sont au milieu, là. Mais de toute façon, dans les deux cas, personne dans ces champs-là n'est arrivé à faire quelque chose qui serve réellement aux architectes aujourd'hui. Mais ça, c'était avant le deep learning. Depuis qu'il y a les réseaux neuronaux, l'apprentissage profond, on a des choses qui sortent assez intéressantes, et notamment quand on croise la théorie des graphes avec les réseaux de neurones. Et pour l'instant, c'est des papiers qui sont sortis, sont appliqués principalement au logement, parce que on a besoin de bases de données importantes de plans pour ça. Et c'est vrai que le logement, c'est ce qu'il y a de plus construit. Donc forcément, on a le plus de plans sur ça. Donc là, je vous montre, c'est pas ma recherche, mais Graph2Plan, c'est un des exemples des outils qui est sorti, qui se base sur une base de données chinoise de 80 000 plans et qui permet, à partir d'un dessin comme ça de graphe, donc les mathématiciens disent graphe, les architectes vont dire organigramme, mais c'est en soi très très proche, eh bien on peut venir générer comme ça des plans. Et c'est ce que j'essaie de faire, mais de façon en fait très différente pour les hôpitaux, parce qu'en réalité, moi, j'ai pas la base de données de plans pour pouvoir faire des hôpitaux. On en fait beaucoup moins que des logements. Et ensuite, c'est pas intéressant parce que ce que je vous disais sur l'anecdote sur les hôpitaux américains, elle est pas sans fondement. C'est que dès qu'on change de pays, on fait pas les hôpitaux de la même manière. Et aujourd'hui, quand on veut faire un hôpital pour le client d'aujourd'hui avec les méthodes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les tours qu'on faisait à une certaine époque, ça nous intéresse plus. Donc, même si on arrivait avec un énorme effort à faire une base de données de plans d'hôpitaux, ça nous ferait un hôpital pas adapté à ce qu'on veut aujourd'hui. Donc, pas intéressant pour nous de faire ça. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de créer une base de données virtuelle de schémas de plans d'hôpitaux. Et c'est ce que j'ai fait avec des outils de machine learning qui sont pas du deep learning, des outils pour faire des clustering, on appelle. Et donc vous allez me dire, vous êtes capable de le faire. Non, parce qu'en fait là, je génère des plans, mais je lui dis pas le bleu est à côté du marron. C'est un peu fait aléatoirement. Les contraintes que je lui donne, c'est la taille de chacun des paquets et le nombre de paquets. Et encore, il le fait assez mal. Il y a je parle de pixels, mais en fait, c'est la trame hospitalière qui est derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas zéro connaissance architecturale. Je génère quand même des plans avec des formes, des typologies qui sont celles attendues d'un hôpital d'aujourd'hui. Je garde la trame hospitalière d'aujourd'hui.
le nombre de services à peu près et la dimension des services qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les hôpitaux qu'on vient de construire. Et là, pour l'instant, quand je les génère, voilà, c'est généré. Donc il y a de l'erreur, donc je dois faire de la réparation. Et il y a des petits pixels qui se baladent et donc je viens les attribuer au service le plus proche. Et puis pour l'instant, je peux pas lui dire le rouge, il doit être vraiment à côté du vert et en face de je sais pas quoi. Il les génère comme il veut. Par contre, moi, mon IA, je peux venir derrière, l'entraîner avec cette base de données où moi, je lui donne le graphe. A posteriori, je lui dis là le rouge est à côté du voilà. Sachez que là je dis c'est des couleurs, mais à terme c'est des services hospitaliers. Et du coup j'arrive. Pour l'instant j'ai réussi pour l'instant à coder avec une technique avec 2 types de réseaux de neurones et à arriver à un certain niveau de performance, mais qui me satisfait pas complètement. Mais là, vraiment, je suis beaucoup plus exigeante avec mon outil. Je veux qu'il respecte les surfaces que je lui demande, et je veux qu'il respecte les règles d'adjacence que je lui demande. Donc, pour l'instant, je teste sur un type d'algorithme. J'ai identifié plusieurs autres sur lesquels je travaille. Je précise que je fais ça, je code ça en Python grâce à ChatGPT. Je suis formée à l'informatique, mais moi je suis vraiment du design, de l'architecture à la base, et que, voilà, donc je me retrouve à faire une base de données avec de l'intelligence artificielle, à coder avec de l'intelligence artificielle pour produire une intelligence artificielle. Et pour finir, revenir sur un truc aussi un peu plus qui aura peut-être plus d'impact dans la pratique dans le court terme, là, c'est la génération de textes. Avec ces concours hospitaliers viennent aussi des notices immenses à produire dans ces 2 ou 3 mois qu'on a pour faire des concours. Et où on se dit que ça pourrait aider d'avoir des IA. Le problème, c'est quand vous demandez à ChatGPT de vous décrire un service d'urgence, il va vous le donner sur un point de vue très... voilà, c'est un endroit où on va venir se soigner, pas du tout d'un point de vue spatial, on va pas avoir du tout cette connaissance-là, donc il a probablement pas été entraîné sur des textes qui parlent de la conception d'un hôpital. Et l'avantage d'une agence qui en fait depuis les années 70, c'est qu'elle en a accumulé des données et des textes sur ça. Et donc une des propositions de projet qu'on fait en ce moment, c'est d'essayer de personnaliser. On travaille avec Mistral pour travailler avec des Français, mais essayer de personnaliser une IA pour essayer au départ d'avoir un espèce d'expert hospitalier qui nous aide, qui puisse lire nos programmes, nous aider à faire nos matrices d'adjacence. Et donc, pour l'instant, on fait ce qu'on appelle du RAG, la génération augmentée de récupération. C'est assez facile, en fait, en faisant une arborescence assez structurée de nos données, où on décrit ce qu'il y a dans nos données. On arrive à faire un outil qui arrive à lui-même, en fonction des questions que vous lui posez, sélectionner les bonnes données de votre base de données sur lesquelles s'appuyer pour répondre à votre question. Donc c'est pas hyper efficace par rapport à des gens qui feraient du fine-tuning, mais ça c'est c'est plus compliqué à faire parce qu'il faut faire des tableaux de questions-réponses de toutes potentiellement les questions que vous pourriez poser. Donc c'est un travail de data très fastidieux, et l'IA souvent c'est un peu comme de la cuisine sans le livre de recettes au départ, quoi. On joue avec les paramètres, on fait les trucs, mais on n'a aucune vraiment idée au départ de où ça va atterrir. Donc on commence nous déjà avec quelque chose qui nous demande un peu moins d'effort en termes de traitement de données. Et donc voilà, là on arrive à avoir des réponses un peu plus claires sur voilà, qu'est-ce qu'un service d'urgence dans un hôpital. Je crois qu'à un moment donné, il va jusqu'à parler de l'élistation. Ça, c'est quelque chose de hyper important quand on construit un hôpital. Les architectes qui travaillent sur ça savent il faut placer où est-ce que l'hélicoptère arrive, etc. Voilà, c'est le genre de réponse qu'on n'aurait pas si on n'avait pas entraîné l'IA sur ça. Voilà. Et puis là, on travaille avec des UX designers un peu pour nous faire notre petite interface de notre chat GPT à nous, comme on dit, pour avoir un chat GPT de l'agence. On a aussi cette envie que les données sortent pas, quoi, de garder nos données et travailler en local. C'était aussi l'objectif de ça. Voilà, donc je sais pas si
si j'ai tenu 20 minutes ou trop, mais c'est fini.